Et bonjour à tous. Je vous propose que nous commencions ce webinaire qui en fait est organisé dans le cadre d'Innova et qui est donc le 8e de l'année. Alors pour cette édition, nous vous proposons une synthèse des impacts de la prédation qui a été réalisée sur 7 exploitations qui ont été suivies dans le cadre d'Inosis réseau d'élevage, dans le réseau thématique qui se nomme élevage ovin confronté à la prédation. Alors avec nous pour en parler, Maxime Marois de l'Institut de l'élevage, Élodie Lagier de la Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes, et vous verrez que vous aurez également le témoignage de 2 techniciens. Donc, on voulait vous préciser que ce webinaire est enregistré et que nous vous enverrons donc le replay dès qu'il sera en ligne dans les jours qui viennent. Et que bien sûr, nous comptons sur vous pour participer, poser des questions, faire partager votre expérience. Donc, soit en levant la main, vous verrez, il y aura des plages qui sont dédiées à cet effet. Soit si vous voulez réagir au fur et à mesure, vous pouvez laisser un mot dans le chat que je relayerai. Voilà, ben écoute, on commence avec toi, Maxime, avec entre autres une séquence témoignage. Bonjour, Maxime. Bonjour, Maxime Marois de l'Institut de l'élevage, comme l'a dit Laurence. Donc, avant de démarrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter quelques éléments de contexte. Donc, comme ça vous a été dit, cet après-midi, c'est l'équipe du réseau thématique élevage ovin confronté à la prédation. Donc, le réseau thématique, c'est dans le cadre du dispositif Inosis réseau d'élevage. Nous sommes donc 5 conseillers. Conseillers de chambre d'agriculture qui suivent donc 7 fermes dans plusieurs départements, je les nommerai juste après, qui sont donc exposés à de la prédation. Et donc dans ce réseau, on a aussi deux animateurs, donc il y a Élodie Lagier et moi-même. Et on a aussi 3 membres associés qui suivent ce qu'on fait dans le cadre de ce réseau thématique. Donc l'objectif en fait de ce réseau thématique, c'est d'acquérir des références. C'est un peu ce qu'on va vous présenter cet après-midi. Et également aussi partager des expériences, des connaissances sur la gestion de la prédation et les moyens que mettent en place les éleveurs pour essayer d'y faire face. Donc dans ce réseau thématique, on s'intéresse à la prédation du loup et de l'ours dans différents contextes, différents départements. On a une représentante du département de Haute-Garonne, un représentant du département de la Lozère, un représentant du département des Vosges, un représentant du département des Alpes-Maritimes et enfin une représentante des Hautes-Alpes. Donc cet après-midi, ce qu'on a prévu au cours de ce webinaire, c'est 2 parties différentes. La première, qu'on va démarrer juste après, et qui est en fait le témoignage de 2 conseillers du réseau, qui vont donc vous présenter les fermes qui suivent de manière régulière et qui sont donc prédatées. Et l'idée, c'est de voir un petit peu comment on a réussi à estimer, je dis bien estimer, parce que c'est quand même assez complexe d'isoler vraiment les impacts de la prédation sur une exploitation donnée. Donc les dommages qu'ils subissent et qu'on peut affecter à cette prédation. Donc on va vous présenter juste après un cas des Alpes-Maritimes, donc c'est Benoît Esmangeau qui va vous assurer la présentation. Et puis après, on va dérouler aussi un cas du département de Haute-Garonne, donc c'est Angeline Sombrin qui va vous présenter ça. Et puis donc il y aura un temps de questions à la fin de cette séquence-là, et la deuxième séquence, ce sera autour donc de tout ce qu'on a pu essayer de rassembler comme observation et de connaissances pour essayer finalement de reconstituer les impacts liés à la prédation à l'échelle des exploitations et de l'environnement. Donc, je te passe la parole, Benoît, pour présenter ton cas. Donc moi, mon cas, c'est un éleveur qui s'est installé en 2010. Actuellement, il a un troupeau de 200 brebis. Il pâture 10 mois et demi de l'année à l'extérieur. Donc, c'est un éleveur qui s'est installé avec la DJA en connaissance de cause parce que le loup était déjà présent. Nous, il est présent depuis 92. Donc, il fallait bien qu'il s'adapte au moment de l'installation. Contrairement aux autres éleveurs sur le département qui ont vu arriver le loup et où il a fallu s'adapter différemment, lui, il était conscient qu'il y avait le loup, donc c'était calculé déjà dans son schéma d'installation. Donc, il est seul à travailler sur l'exploitation avec un
en tant que chef d'exploitation et il a un salarié pour 0,8 UTH, donc pour 8 mois de l'année quasiment. Depuis son installation, il a été confronté à la prédation, donc jusqu'à 2023, dont on détient les chiffres. Donc il a eu 140 brebis de tuées et 67 attaques constatées. Dans les brebis tuées, ça c'est ce qu'on retient du réseau loup, mais il y a aussi énormément de brebis qui sont disparues, qui ne sont pas comptabilisées dans les attaques. Sachant que essentiellement sur parcours, c'est des parcours embroussaillés par des genêts et on ne retrouve pas forcément les victimes. Et les vautours se chargent aussi de faire disparaître aussi les traces. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas toujours vraiment les chiffres exacts au niveau des pertes. En ce qui concerne la conduite du troupeau, donc tant qu'il n'y a pas la neige en février, on ne rentre pas les brebis. Donc les brebis sont sur parcours. Janvier, c'est des périodes où on a des pluies, du brouillard, et sur les parcours embroussaillés par les genêts, on a une forte exposition à la prédation. Mi-février, on rentre les brebis jusqu'à début avril pour l'agnelage. Donc tout le mi-février, fin mars, l'agnelage. Et puis à partir de mi-avril, on commence à ressortir les brebis et les agneaux sur les parcours. Les parcours autour de l'exploitation sont censés être les plus ouverts. Donc au niveau de la prédation, on en a toujours parce que les loups rôdent en permanence autour des bâtiments d'élevage. Donc on a de la disparition d'agneaux à ce moment-là parce que les loups embarquent les agneaux et sans forcément qu'on puisse déceler l'attaque. Donc on a des pertes au niveau de la productivité au niveau des agneaux. Ensuite, cet éleveur estive sur les hauteurs de son exploitation de début juin à fin septembre. Dans ce cas-là, il prend 750 brebis en pension sur son alpage. Et là, tout l'été, il y a exposition à la prédation. Alors, les moyens sont un peu plus renforcés, c'est-à-dire qu'il y a un chien de protection, il y a aussi des regroupements nocturnes et on fait dormir les brebis autour de la cabane. L'alpage est relativement ouvert, donc il y a moins d'embroussaillement, donc une meilleure surveillance. Pour ainsi dire, pour cet éleveur, on considère qu'il y a plus d'attaques en intersaison printemps et automne et hiver qu'en estive. Il y a eu une forte prédation, malheureusement, les années de l'installation du jeune. C'est-à-dire qu'au début, il s'est installé avec 250 brebis et en fonction des pertes qu'il a eues, actuellement, il est descendu à 200. Il y a eu des prélèvements de loups qui ont été faits par la brigade tout au début et ensuite par les louvetiers. Pour la petite histoire, cet été, les éleveurs voisins ont eu beaucoup de prédation et eux, ils n'ont eu aucune attaque sur leur estive. Ce qui est relativement rare. Depuis 2010 que l'éleveur se soit installé, c'est quasiment du jamais arrivé. Par contre, les estives d'à côté, avec un peu moins de vigilance, ont eu plus de prédation. Donc l'embauche d'un berger, donc je l'ai dit 8 mois de l'année, notamment pour l'estive, et l'éleveur en éleveur berger 2 mois pour sa part, pour le gardiennage. Donc on est sur un chien de protection à l'année sur l'élevage. Par contre, l'éleveur transhumant, avec ses 750 brebis, chaque année vient avec 4 chiens de protection. Donc sur la période d'estive, on est sur 5. Sinon, l'éleveur avec 200 brebis a assez avec un seul chien. Donc en ce qui concerne les frais par rapport à l'embauche des bergers et à l'entretien du chien, il y a la mesure de protection qui est mise en place. Il y a un reste à charge pour l'éleveur parce que c'est pris il n'est pas en zone de cœur de Parc du Mercantour, donc c'est pris en charge à 80%. Donc il y a un reste à charge de 6 500 € par an pour le berger, le salaire, l'alimentation et l'entretien du chien. Alors, depuis les conséquences au niveau de la baisse de performance sur le département. Donc, sur le département, nous avons en 2022 un peu plus de 33 000 brebis, avec un taux de productivité moyen de 74%, ce qui correspond
à un nombre d'agneaux produits de 24 000 agneaux. Par rapport à l'étude sur les baisses de performance suite aux attaques de prédation, sur les pertes indirectes, avec une baisse de fertilité de 5%, on considère avoir un nombre de mises bas à 31 585 et un nombre d'agneaux produits de 23 373, ce qui fait un différentiel de plus de 1200 agneaux. Dans le département, nous valorisons en partie en vente directe, ce qui nous fait un prix moyen par agneau à 146 €, ce qui fait un manque à gagner de 179 600 sur l'année 2023 de référence. À l'échelle du au niveau des pertes indirectes, donc en 2022, il y a eu 14 victimes sur l'élevage. Au moment de l'attaque, on était sur 200 brebis. L'estimation des pertes indirectes est de 6 000 € et l'indemnisation a été de 3 400 faite à l'éleveur. En 2023, donc 2 victimes indemnisées, retrouvées. Donc toujours pareil, estimation des pertes indirectes 6 000 et l'indemnisation réelle pour l'éleveur de 1074. Donc là, pour 2025, je vous ai dit, il n'y a pas eu d'attaque, mais il y a quand même l'embauche des bergers et il y a toujours les frais qui sont liés à la part de l'éleveur qui doit être prise en charge, qui n'est pas pris en charge par l'État. On va maintenant passer au cas de Angeline, si tu veux bien. Oui, donc Angéline Sombrin, donc de la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne. Et donc là, l'élevage suivi donc est un GAEC et donc exposé à la prédation de l'ours. Donc en fait, ils ont créé le GAEC en 2022 à partir de 2 exploitations individuelles et avec l'ajout d'une associée. Et donc, c'est un troupeau de 430 brebis tarasconnaises sur une exploitation en zone de montagne et qui transhume sur 2 estives. Donc, les brebis pâturent entre 8 et 9 mois par an. Donc, que ça soit sur les prairies et parcours de l'exploitation ou sinon après sur les 2 estives. Et donc, le pâturage sur les parcours et prairies se fait plutôt au printemps et à l'automne. Et après, sur la partie estive, donc c'est de mi-fin mai jusqu'à fin octobre, jusqu'à mi-novembre parfois, selon les années. Donc c'est un GAEC à 3 associés. Et en termes de prédation, donc sur un historique de 2019 jusqu'à 2024, donc sur l'exploitation et sur la première estive qui est à proximité de l'exploitation, donc il n'y a pas eu d'attaque. Et par contre, sur la deuxième estive, donc il y a eu 9 brebis tuées avec 6 attaques qui ont été constatées là qui ont provoqué ces 9 brebis. Donc c'est bon, les chiffres sont quand même moins importants. C'est pas l'exploitation la plus prédatée du département, ni forcément la plus représentative de la pression que certaines exploitations ou estives peuvent avoir en termes de prédation. Bon, là aussi, c'est des chiffres qui sont sous-évalués dans le sens où c'est une estive qui est très accidentée, avec de nombreuses zones qui sont boisées. Donc, c'est là aussi difficile de trouver toutes les brebis qui ont été tuées. Et donc, dans le bilan de fin d'estive, donc il y a beaucoup de brebis qui sont manquantes aussi, quoi. Si tu peux revenir, s'il te plaît, Maxime, à celle d'avant encore. Parce que en fait, c'était pour présenter voilà, les attaques, par contre, avec l'ours, elles ont principalement lieu en estive, puisque c'est là où il y a la présence de l'ours et que les animaux sont sur les quartiers d'estive les plus hauts. Et la particularité là, donc les constats sont remontés donc par les groupements pastoraux qui sont les principaux gestionnaires des surfaces d'estive dans le département. Et du coup, sur les estives globalement les plus prédatées dans le 31, on estime qu'il y a entre 5 et 10% de pertes globales, donc avec les manquantes et les prédatées.
Et c'est le cas là pour le GP là, de la deuxième estive depuis 2 ans. Donc il y a une perte de plus de 90 brebis sur 1700, ce qui fait plus de 5% de perte, avec forcément une répartition qui est hétérogène entre les différents éleveurs. Ils ne sont pas tous touchés de la même manière et ça peut monter jusqu'à 8%. Et sur le GAEC là, qui est suivi, on n'était qu'à 2% de perte. Donc voilà. Et après, un petit point de précision, c'est vrai que l'historique, là, on commence qu'à 2019. Donc, il y a eu des attaques qui avaient lieu avant, mais on n'avait pas forcément de recensement ou de suivi précis de manière globale des attaques. Mais on peut constater quand même que la prédation augmente d'année en année avec l'expansion de la population des ours qui se fait depuis le noyau ariégeois. Et donc, ça augmente la pression de prédation depuis plusieurs années. Et donc là, ce qu'on peut voir donc pour les moyens de protection qui sont déployés. Donc sur l'exploitation, donc il y a un chien de protection toute l'année et il y a un des 3 associés qui s'occupe du gardiennage du troupeau. Donc il garde sur l'exploitation pendant 2 mois et demi, donc dès que les brebis sont sorties, donc au printemps et à l'automne. Et après, cet associé monte sur l'estive attenante et prend le chien de protection et donc il garde pendant les 6 mois d'estive. Et il y a une partie du troupeau qui part sur la deuxième estive où là, il y a 2 chiens de protection et 2 bergers, donc pendant les 4 mois où les brebis sont sur l'estive. Et depuis 2025, là, ils ont mis en place un parc de nuit sur le quartier où ils sont à l'automne pour essayer de prévenir des attaques. En termes de reste à charge, donc d'impact de pertes financières, donc pour l'exploitation, donc là il y a en dehors de l'estive et du financement des mesures de protection, donc il y a un reste à charge de 2 000 € par an, ce qui correspond au reste des frais liés à l'entretien du chien de protection. Et après, il y a eu du matériel de clôture, voilà, des investissements, le reste à charge des investissements. Et après, bon, il y a des frais vétos, des colliers électriques, voilà, des choses comme ça. Et après, si on peut passer à la diapositive suivante. Donc, en termes de l'impact au niveau du département, donc si on prend donc là aussi les effectifs des brebis en 2022, donc il y avait un peu plus de 45 000 brebis avec un taux de productivité moyen de 76%, donc on arrive à 34 500 agneaux. Et on voit si on applique les 5% de baisse de fertilité calculés dans l'étude. Donc, on tombe à seulement 32 788 agneaux produits. Donc, il y a un différentiel de 1700 agneaux, et ce qui représente, avec un prix moyen par agneau de 132 €, donc un manque à gagner de presque 228 000 € à l'échelle du département pour 2023. Et ensuite, au niveau des pertes indirectes, donc en 2024, il y a eu 3 attaques sur le GP qui ont provoqué 4 brebis qui ont été indemnisées, dont 3 qui appartenaient au GAEC étudié. Et donc sur les indemnisations des pertes directes, bon là il y a eu ça a été appliqué, donc le GAEC a eu ses 3 brebis payées. Mais par contre sur les pertes indirectes, donc si on applique l'estimation avec l'étude, on arrive donc, puisqu'il y avait 1300 brebis, à 39 000 € au niveau du GP, et si on fait au prorata des brebis du GAEC, on est à plus de 6 800 €, alors qu'en réalité, donc, il y a eu 395 € pour le GAEC des pertes indirectes touchées. Merci. Avant qu'on passe à la seconde partie, sur les impacts de la prédation plutôt à l'échelle des exploitations et de leur environnement, est-ce que vous avez des questions à poser à Benoît et Angeline sur
sur la conduite des exploitations, sur les modes de calcul, peut-être des manques à gagner et des pertes indirectes. Ouais, Catherine. Alors, Catherine, vous voulez prendre la parole ou... Oui, bonjour. Allez-y, Catherine. Bonjour. Excusez-moi, vous l'avez peut-être dit, mais je n'ai pas retenu si sur l'exploitation du 06, là, en bas, autour du siège d'exploitation, les parcours, ils étaient utilisés plutôt en gardiennage ou plutôt en parc ou peut-être un peu des deux. Merci. Alors, suite à l'embroussaillement, c'est que du gardiennage. On n'a pas la possibilité de faire de parc. Donc, c'est essentiellement sur. Après, l'exploitation est à 1002 et l'estive est dans la continuité à partir de 1003. Donc, c'est quand même recentré. On est sur une exploitation de haute montagne. C'est quand même concentré autour des bâtiments d'élevage. D'accord, merci. Est-ce que certains d'entre vous voulaient prendre la parole ou écrire un message? N'hésitez pas, hein. De toute façon, vous pouvez toujours le faire. Ah, Rémi. Juste en complément un peu à Catherine, pardon, ce qu'on a pu noter un peu en PACA, mettons, on a le bon exemple de la ferme expérimentale de Carmejane qui était essentiellement un grand parc de pâturage. Ils avaient mis ça en place aussi pour simplifier le travail et l'astreinte. Bon, avec l'arrivée du loup, ce mode de gardiennage, ça marchait plus, quoi. Enfin, il y avait trop de prédation dans ces parcs. Ils ont été obligés de repasser avec un berger, quoi, qui garde maintenant dans les anciens parcs. Voilà, petit complément. Merci, Rémi, pour ce témoignage. Bon, est-ce que vous n'avez pas d'autres... Alors, vous n'hésitez pas pendant la présentation qui suit, de toute façon, à poser des questions, y compris sur les deux exploitations qu'on vient de voir, hein. S'il y a des questions qui vous viennent, il n'y a pas de souci. Ah, oui, Julia, allez-y. C'est pas une question, mais il y a un écho et enfin, moi personnellement j'ai du mal à entendre Ah. ce que les intervenants bon disent. Je ne sais pas si c'est que moi ou s'il y a d'autres personnes. Nous, si vous avez un écho, moi, je n'en ai pas, mais Non, ben, c'est plus Oui, il y a un écho. l'ordinateur. avec tous les intervenants, Oui, oui, dès que quelqu'un parle, c'est comme s'il y avait un écho derrière. Mais c'est apparemment, ça doit être que chez moi, mais c'est tout. ouais. Oui, Catherine nous dit non. Oui, je sais pas. Désolée, hein, vous pouvez essayer d'éteindre votre micro. Ah oui, apparemment, oui, il n'y a pas de... Oui, c'est pas chez tout le monde. Désolée, hein. Ah, mais c'est tout, c'est pas grave. Désolée. Bon, on continue, si Maxime, du coup, on continue sur plutôt les impacts à l'échelle des exploitations et de leur environnement en général. Très bien, on poursuit. Oui, donc du coup, bonjour à tous, Élodie Lagier de la Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes. Donc sur la deuxième partie, ce qu'on a essayé ce qu'on a fait, c'est on a décliné, après avoir fait des enquêtes chez les exploitations ou rencontré les éleveurs, on s'est aperçu et on sait qu'il y a des conséquences, que l'impact de la prédation est une menace permanente et que ça a forcément des répercussions sur les exploitations. Que ce soit, on a essayé de répartir ça sur 3 grands thèmes: les impacts sur l'élevage, sur l'humain et plutôt sur l'environnement autour des exploitations. C'est ce que on va vous présenter avec Maxime. 3 grands thèmes, et ce qu'on a pu faire grâce à Elsa Delanoux de l'Institut de l'élevage, qui a une formation dans la facilitation graphique, qui a mis en image voilà, les éléments qu'on a pu établir. Donc du coup, les impacts sur l'élevage, donc là on a une menace permanente et une pression constante. Ça, c'est un peu le titre, le chapeau de tous les paragraphes, puisque du coup, dès qu'il y a présence du loup, il y a la menace loup ou ours, pardon, menace permanente, pression constante, qu'il y ait des moyens de protection, ça c'est le résultat. Et attaque réussie ou non, la menace voilà, est présente. Donc quand il y a la présence du prédateur, l'éleveur se pose une question:
comment faire pour protéger le troupeau. Donc forcément, il est obligé d'adapter la conduite de son troupeau pour assurer la protection des brebis. Donc forcément, il peut y avoir des modifications d'allottement quand on a un troupeau avec une gestion avec plusieurs parcs. On peut raccourcir les durées d'agnelage pour éviter d'avoir des agneaux à l'extérieur, comme disait tout à l'heure Benoît, pour éviter de les sortir et avoir des pertes. Donc ça peut arriver. Rallongement du temps en bergerie, puisque les brebis sont souvent rentrées le soir plus régulièrement, on va dire, qu'avant, pour réduire les risques de prédation, que ce soit au printemps ou à l'automne. Du moment que les brebis sont proches des bâtiments, généralement elles sont rentrées. Qui dit prédation dit aussi perte génétique et renouvellement accéléré, puisque du coup il y a moins de productivité, puisque comme ils l'ont présenté tout à l'heure, il y avait une étude à Carmejeanne en fait qui, suite à la prédation, qui a engendré une perte de 5% de fertilité sur le troupeau de la ferme de Carmejeanne, qui avait 20 ans de résultats techniques présents. Et donc, voilà, ça aboutit, après prédation, à une perte de 5% de fertilité. Ces adaptations de conduite peuvent entraîner une sous-valorisation du pâturage, et donc entraîner un embroussaillement, une perte de biodiversité. Que fait l'éleveur en cas d'attaque? Si c'est un quartier qui est très, très risqué face à la prédation, est-ce que c'est un repli? Voilà, l'accès au pâturage est forcément complexifié. Comment faire pâturer les secteurs les plus éloignés et de la zone de regroupement nocturne ou des bergeries. Donc c'est un peu un casse-tête que se pose l'éleveur. Et après, on a des conséquences, forcément, après avoir subi tous ces changements, on a des conséquences sur le bien-être des animaux, puisque du coup, quand on les concentre, on a plus de problèmes sanitaires. Voilà, on peut avoir des maladies du piétin, favoriser les épidémies abortives. Et il faut que les brebis apprennent à manger plus vite, puisque du coup, quand on les rentre, c'est sur des horaires plus contraints. Donc, il faut qu'elles apprennent à... Voilà, elles passent moins de temps au pâturage, donc ça peut avoir des conséquences sur leur état d'engraissement. Et donc, elles ont une alimentation aussi peuvent avoir une alimentation moins diversifiée, puisque du coup, il y avait certaines zones où il n'y avait pas de gardiennage, c'était du libre service. Là, forcément, il faut les surveiller, les regrouper et limiter les déplacements. Et donc, on a aussi forcément une dégradation du bien-être de l'éleveur, puisqu'il y a une augmentation de la charge de travail, une pression, une charge mentale qui est quand même assez forte, puisque comment assurer la protection du troupeau, comment éviter les attaques, avoir des chiens, combien, qu'est-ce que je mets en place. Et du coup, ça peut avoir des conséquences sur l'observation du troupeau, sur les tâches de l'exploitation autres que le troupeau, s'il y a d'autres ateliers, et qui dit augmentation de la charge de travail, dit moins de temps pour sa famille, pour du temps libre, pour se projeter sur l'avenir. Voilà, pour l'élevage. Du coup, je laisse la parole à Maxime. Donc maintenant, on va regarder les impacts effectivement sur l'humain. Quand on dit l'humain, c'est l'ensemble des personnes qui travaillent dans les exploitations. Donc Élodie en a déjà un petit peu parlé précédemment, mais on va détailler un peu plus précisément ce qu'on met derrière ces impacts-là. Donc toujours en tête de chapitre, comme on nous a dit, on remet effectivement que quand on est éleveur dans un contexte de prédation, on a cette menace permanente du fait qu'effectivement il y a de la présence de prédateurs, que ce soit des loups, que ce soit des ours. Et ce qui vient aussi en complément des présentations des deux exploitations qu'on a faites précédemment, on a effectivement comptabilisé les pertes, donc ce qui est mesurable, mais ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, effectivement, c'est quand on est éleveur en contexte de prédation, on subit finalement de manière plus ou moins récurrente une pression permanente du fait qu'on sait qu'il y a des prédateurs qui sont présents dans l'environnement des exploitations, et donc effectivement, même s'il n'y a pas d'attaque, forcément, ça modifie un petit peu l'approche et l'organisation des exploitations. Donc je pense que ça, c'est vraiment important de le rappeler.
il n'y a pas que les pertes qui sont mesurables, c'est-à-dire des brebis qui sont tuées ou des brebis qui sont manquantes, mais il y a aussi ce qui se passe finalement au quotidien de la vie des exploitations dans ce contexte de prédation. Donc le fait qu'effectivement il y en a des prédateurs en permanence, ça va conditionner une certaine pression qui s'exerce sur ces exploitations. Donc je le rappelle parce que c'est toujours important de le redire. Et donc effectivement, même si l'éleveur met en place un certain nombre de moyens de protection, il peut y avoir des attaques, et ces attaques peuvent donner lieu ou pas à des brebis tuées ou manquantes. Toujours est-il que ce contexte-là, bah forcément, ça a une influence sur la charge de travail des personnes qui travaillent dans les exploitations, les éleveurs et également les salariés. Et donc, finalement, l'augmentation de cette charge de travail, ça va venir en plus de la charge habituelle qui est d'élever des animaux, qui est de conduire une exploitation, qui est de produire du fourrage, qui est de faire pâturer les animaux, etc., quoi. Donc là, en plus, il y a gérer tout ce qui est prédation. Donc quand on dit ça, c'est qui est attaque ou pas attaque, hein, je le rappelle, je me répète, mais je pense que c'est important d'insister là-dessus. Donc c'est-à-dire la mise en place des moyens de protection, s'il y a, et puis aussi, quand il y a attaque aussi, ça entraîne un travail supplémentaire de l'éleveur quand il est à s'occuper d'aller accompagner la personne qui vient faire les constats pour retrouver les bêtes égarées ou tuées suite à des attaques. Bah, le temps qu'il passe à faire ça, il ne le passe pas à autre chose. Voilà, parce que ça repose sur les mêmes personnes. Donc c'est ce qu'on a voulu traduire sur cette surcharge de travail. C'est une accumulation, un temps supplémentaire. Et donc, dans des situations où finalement, les éleveurs, c'est très très mal vécu et on peut aller jusqu'à une rupture, c'est-à-dire que bah, l'éleveur, il va sombrer dans il va perdre les pédales, ça va se manifester de différentes façons, mais c'est ce qu'on a voulu. On n'est pas sociologue, on n'est pas psychologue, mais on ressent ce mal-être en fait exprimé par les éleveurs qui vont jusqu'à une perte éventuelle de sens de leur travail, quoi. Travail hors contexte de prédation. Donc voilà, on sent que là-dessus, sur ces aspects-là, on marche un peu sur un fil et que bah, dans certaines situations, le fil peut se rompre et on peut voir effectivement des éleveurs qui arrêtent leur activité ou qui changent d'espèce, ou voilà, il y a des évolutions aussi dans les exploitations. Et puis malgré tout, il y en a qui continuent, qui passent des caps difficiles et qui arrivent à se relever, comme tout. Un peu phénomène de résilience, mais cette charge de travail supplémentaire consacrée à la gestion de la prédation, elle reste dans tous les cas. Donc voilà, si on détaille un petit peu ce que ça implique, donc il y a la gestion des moyens de protection. Donc on voit, pour ceux qui ne sont pas spécialement familiarisés avec ça, donc actuellement les mesures de protection qui sont accompagnées par l'État sont de trois ordres, hein. Donc soit ça passe par de l'équipement en matériel, donc c'est pour l'achat la mise en place de parcs de pâturage, que ce soit des filets ou des parcs en dur. Et également les parcs de regroupement nocturnes, essentiellement, qui sont électrifiés. Donc ça veut dire qu'effectivement, bah, ça change les pratiques des éleveurs, ça nécessite d'investir dans du matériel, même s'il y a des aides. Il y a des aides qui sont apportées, il y a quand même des restes à charge, comme on a pu le voir précédemment. Et puis ça veut dire qu'aussi, il faut anticiper tout ça, donc il faut le gérer, hein. Ça rentre aussi dans la gestion, il y a du temps à passer pour mettre tout ça en place. Et puis, c'est des nouvelles habitudes de travail, comme on le disait précédemment sur la conduite des animaux. Ça change les choses, ça réorganise, donc ça veut dire qu'effectivement, on ne passe pas forcément le même temps également et de la même façon. On n'organise pas la journée de travail de la même façon. Qui dit effectivement renforcement du gardiennage des animaux avec de la présence humaine, dit dans bien des situations embauche de main-d'œuvre. Que ce soit des bergers, que ce soit des salariés qui soient sur les exploitations et qui sont destinés à aider l'éleveur dans le gardiennage des animaux. Qui dit main-d'œuvre dit bah, déjà recruter, c'est-à-dire trouver des personnes compétentes, disponibles et qu'il faut recruter. Et puis après, une fois qu'on a recruté ces personnes-là, il faut les gérer. Donc ça veut dire en fait, et ça c'est des évolutions qu'on a pu voir dans un certain nombre d'exploitations où ça fait déjà un petit moment que la prédation elle est installée, où finalement il y avait des exploitations qui fonctionnaient sans main-d'œuvre
qui est en contexte de prédation, en fait, ces exploitants agricoles, ces éleveurs deviennent embaucheurs enfin, ils embauchent de la main-d'œuvre, donc ils deviennent employeurs de main-d'œuvre, c'est le terme que je cherchais. Et donc, ça mobilise aussi tout un. Ils deviennent aussi, on va dire, un peu responsables des ressources humaines, quoi. Voilà. Et donc, ça fait appel à des nouvelles compétences, donc en temps, parce qu'il faut acquérir ces compétences aussi, et pour gérer en fait cette main-d'œuvre au fil du temps, essayer de la fidéliser. Bon, c'est pas toujours non plus évident, et puis lui confier les tâches de gardiennage. Donc, oui, pendant tout ça, un peu, c'est effectivement comment dans cette gestion du temps, les journées ne font que 24 heures et il faut bien se reposer un peu, donc c'est pas non plus 24 heures de travail sur 24, mais il faut trouver effectivement un équilibre entre assurer une protection suffisante pour qu'effectivement l'éleveur puisse aller se reposer le plus sereinement possible, on va dire, même s'il peut y avoir aussi des attaques de jour, mais bon, ça arrive aussi de nuit. Et puis continuer à avoir un rôle enfin, produire, quoi. La finalité quand même de l'élevage, c'est quand même produire. Et puis il y a aussi la gestion des chiens de protection, hein, pour ceux qui mettent en place des chiens de protection au sein de leur troupeau. Finalement, il y a aussi pas mal de compétences à acquérir pour pouvoir gérer ces chiens de protection. Il faut déjà aller les chercher, donc aller les trouver, hein, chez des éleveurs qui en élèvent, ou enfin chez des éleveurs de chiens, on va dire. Une fois qu'on a trouvé le chien, il faut passer du temps aussi à l'éduquer, parce qu'on a beau dire un chien de protection, on le met dans les brebis et puis il fait sa vie. Finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des choses essentielles à faire pour éduquer son chien par rapport à ce qui va se passer dans sa vie de chien. Donc ça, je vous renvoie aussi sur le réseau IDEL, chien de protection, où il y a pas mal de choses qui sont de connaissances, de compétences et même de formations qui sont proposées pour aider les éleveurs à la mise en place des chiens de protection. Donc je ne m'appesantirai pas plus là-dessus, mais c'est juste pour rappeler un petit peu. Et puis après, il faut au quotidien, conduire ces chiens-là, hein. Donc on va constituer une équipe, une meute, donc pour les répartir en fonction des différents lots, si on a plusieurs lots de brebis au pâturage. Et puis les chiens, c'est pareil, ça reste donc un outil de travail qu'il faut soigner. Enfin, déjà, il y a l'alimentation au quotidien, donc il faut veiller à ça. Et puis après, parfois, il faut les emmener chez le vétérinaire, et puis voilà, il y a un peu de soin. Donc, il y a du temps à consacrer à la gestion des chiens. Donc, tout ça, finalement, enfin, pour mettre en place ces moyens de protection, il faut pouvoir constituer une demande d'aide qui se renouvelle donc chaque année. Et donc là, c'est pareil, il y a des dossiers à constituer. Et donc, il y a du temps à consacrer. Donc, ce qu'on a voulu illustrer par ce côté aussi surcharge administrative. Pourquoi surcharge? Parce que c'est une démarche, même si elle est accompagnée financièrement par l'État, mais une démarche supplémentaire que l'éleveur doit faire pour pouvoir avoir droit à des aides pour financer la mise en place de ces moyens-là, quoi. Et puis, le fait de mettre en place des chiens de protection dans les élevages, forcément, ça peut engendrer des interactions, on va dire, avant de parler même de conflits, mais des interactions avec l'environnement de l'exploitation. Voilà. Et quand on dit environnement, c'est tout. Ça peut être les voisins, ça peut être les autres utilisateurs des milieux pâturés par les brebis, enfin voilà, etc., quoi. Et donc, il va y avoir effectivement des interactions, hein, et ça peut aller parfois, dans certaines situations, à des conflits. Et tout ça, finalement, ça, c'est aussi des conséquences plutôt indirectes. Mais on va se retrouver finalement des élevages, on va dire, qui se retrouvent un peu isolés du fait qu'il y a la présence de chiens de protection et que ça peut faire peur et que ça entraîne des conflits, quoi. Donc voilà, donc une des conséquences vraiment un peu indirectes quand on déroule tout ça, on se rend compte que finalement, encore une fois, ça contribue un peu à une rupture et un isolement en fait des exploitations du reste, j'ai envie de dire, de la société, parce que même à l'échelle d'un petit territoire, on va retrouver un peu ces difficultés à gérer.
Élodie, je te repasse la main. Pardon, j'avais désactivé mon micro. Du coup, voilà le dernier impact qu'on a pu relever sur l'environnement. On a essayé d'illustrer à travers ce dessin. Donc, ça peut être du surpâturage pour certaines zones. Donc, en fait, la présence des prédateurs a un impact sur l'environnement, peut entraîner une perte de biodiversité pour certaines zones par la fermeture des milieux, puisque si c'est moins pâturé, comme l'a dit Benoît, moins d'animaux, moins de pâturage, embroussaillement et donc fermeture des milieux. Donc après, feux de forêt, dégradation du paysage, voilà. Adaptation des circuits de pâturage, donc les animaux vont passer plus souvent à certains endroits ou moins à d'autres. Dégradation du milieu en favorisant les plantes nitrophiles, ça peut être dans les parcs de regroupement, par le fait de laisser les animaux la nuit au même endroit plusieurs jours. Et après, les interactions en chien de protection faune sauvage, donc cohabitation parfois difficile, donc c'est vrai que des chiens, ça reste quand même des chiens prédateurs, protecteurs de leur troupeau et qui peuvent aller voilà, avoir des conséquences sur la faune sauvage. Donc la prédation a aussi des impacts sur la biodiversité, à notre sens. Donc maintenant qu'on vous a décrit un petit peu de manière détaillée les différents impacts qu'on a pu identifier, on a voulu montrer que ça nous semblait important de dissocier ces grandes catégories d'impact et de montrer que finalement ils peuvent potentiellement s'accumuler. Donc là, sur cette diapositive-là, on a fait un récapitulatif. Donc on a repris les impacts sur l'élevage, hein, donc à la fois sur les animaux, mais à la fois sur l'organisation de l'exploitation. On vous a détaillé effectivement l'impact sur l'humain hein, à travers l'approche sur charge, enfin charge de travail et des évolutions qui sont obligées d'être mises en place. Ensuite, on a détaillé tout ce qui était impact aussi finalement sur l'environnement de la mise en place des moyens de protection, notamment à travers la mise en place des chiens de protection. Et finalement, on se rend compte que tous ces impacts peuvent, dans bien des situations, arriver en même temps, enfin se cumuler. Et la résultante un petit peu de tout ça, c'est finalement être éleveur en contexte de prédation. Ça va entraîner une pression supplémentaire que l'éleveur va devoir gérer. La pression, comme je vous disais, induite par le fait que potentiellement, il y a des prédateurs, que ce soit des loups ou des ours, à proximité des exploitations. Et puis, il y a aussi le fait qui est très, très, très marquant, hein, à partir du moment où un éleveur il subit une attaque, à un moment donné, dans sa vie d'éleveur, il y a vraiment l'avant et l'après, quoi. C'est-à-dire qu'il ne verra plus du tout les choses de la même façon. Même si finalement l'attaque suivante peut avoir lieu longtemps après, ça reste marquant dans les esprits. Et finalement, pour certains éleveurs, ça peut déjà être révélateur de changements de pratiques sur lesquels il reviendra plus, quoi. Voilà. Donc c'est ça qu'on a voulu illustrer au travers de cette notion de pression constante. Et puis finalement, quand on vous détaille un peu les impacts sur l'humain, c'est vrai qu'on considère que finalement les conditions de travail finalement changent quand on devient éleveur en contexte de prédation. Et on aurait même tendance à les qualifier de dégradés, puisque finalement, au travers de ce qu'on a pu vous dire, on se rend compte que finalement, le temps est le même, mais il est réparti de façon différente. Et le temps de surveillance supplémentaire, le temps de gestion de la protection au détriment de la production, forcément, ça a des conséquences sur la conduite en tant que telle, comme on l'a pu vous le détailler. Et effectivement, on aura des performances de production de troupeaux qui seront différentes que quand on n'était pas éleveur en contexte de prédation. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est important. C'est aussi un peu ce qu'on a voulu travailler, faire ressortir dans nos approches dans le cadre de ce réseau thématique. Parce que finalement, on ne le dit pas, c'est pas forcément des choses qui sont tellement dites,
Et je pense que c'est aussi un côté quoi, de la gestion de la prédation dans les exploitations. Et puis voilà, effectivement, on a fait ressortir le côté effet négatif sur la biodiversité. Puisqu'effectivement, enfin, on parle quand même d'élevage ovin en pâturant, donc potentiellement des élevages qui sont capables de valoriser différents types de surfaces, bon, qui peuvent être très variées, hein, que ce soit des surfaces type prairie, type parcours, type estive, comme on a pu en parler. Donc effectivement, s'il n'y a pas d'élevage, qu'est-ce que deviennent ces surfaces-là? Donc ça, c'est vrai que c'est une vraie question. Donc souvent, on dit que l'élevage quand même pâturant a plutôt un effet bénéfique sur l'entretien des paysages. Mais effectivement, quand on modifie et qu'on commence à mettre notamment des chiens de protection, ben, forcément aussi, ces chiens ils sont présents dans ces environnements-là et effectivement, ils peuvent avoir aussi des conséquences, quoi. Donc c'était aussi intéressant de questionner tout ça et de se dire qu'effectivement, on change un petit peu les choses et avoir conscience effectivement de qu'est-ce qui se passe quand on introduit effectivement dans ces environnements-là des prédateurs et comment ça déséquilibre un petit peu les choses. Voilà, donc c'était un peu l'idée qu'on avait dans ce travail et qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Donc, pour en savoir plus, en fait, on a prévu, en complément de ce qu'on vous a présenté dans ce webinaire, de diffuser assez prochainement une publication qui va reprendre un peu plus en détail mais les grands éléments qu'on vous a présentés aujourd'hui. Vous aurez notamment des informations complémentaires sur les autres élevages, donc des autres départements, puisque là, on ne vous a donné que 2 exemples cet après-midi, un en loup et un ours. Donc voilà, là, il y aura d'autres informations sur les autres élevages qu'on suit dans le cadre de ce réseau politique. Et donc, on espère la faire paraître d'ici la fin de l'année. Je pense que ça devrait être possible puisqu'on a quasiment finalisé la rédaction. Et donc, c'est une publication qui s'intitulera donc les conséquences de la prédation lupine et ursine sur les exploitations qu'on suit dans le cadre du réseau thématique. Et en parallèle, les premiers travaux qu'on a pu mener avec le réseau thématique a fait germer un peu une idée d'essayer de monter un projet. Donc là, un projet CASDAR qu'on est en train de monter, qu'on déposera en début d'année prochaine et qui démarrera dans un an si on est retenu à l'appel au projet. Donc en fait, on voudrait, à travers ce projet, doter un peu de moyens pour continuer à travailler justement sur décrire des situations vécues d'éleveurs, sur les transformations induites des systèmes d'élevage pâturant en contexte de prédation, avec quand même un objectif, comme on se rend compte finalement. Alors c'est moins vrai sur l'ours, même si, comme on l'a dit, il gagne aussi du terrain sur la chaîne pyrénéenne, mais le loup, du moins, il devient présent dans quasiment tous les départements français, donc avec une dynamique quand même de colonisation, et qu'effectivement de l'élevage de ruminants, on en a présent dans beaucoup de régions. Et donc, on trouverait ça intéressant de pouvoir travailler, documenter un petit peu les compétences qui ont été acquises par les éleveurs qui sont déjà en contexte de prédation, avec effectivement des degrés au niveau de la pression de prédation. Merci d'éteindre votre micro pour ceux qui ne parlent pas. Merci. Oui, Oui, donc Maxime. effectivement, la pression de prédation n'est pas la même entre un département des Alpes-Maritimes et puis un département de, je dirais, Saône-et-Loire, par exemple. Mais il n'empêche qu'effectivement, ça reste des départements où il y a présence de loups. Et voilà. Et donc, l'idée, c'est quand même d'essayer d'organiser un peu un décloisonnement, un transfert de connaissances, de compétences entre des éleveurs qui sont maintenant depuis de nombreuses années éleveurs en contexte de prédation et qui ont des choses qu'ils ont testées. Pour certaines, ne marchent pas, pour certaines, marchent à condition de. Et puis, des éleveurs qui sont déjà en réflexion de qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour la suite. Et donc, d'essayer un peu d'organiser toute cette réflexion et cette capitalisation un peu d'expérience en vue de la transmettre à des éleveurs de zones qui sont
Vous en avez certainement dans vos départements, des gens en questionnement, en se disant soit le loup, il y a déjà du loup de passage dans mon département, donc c'est un premier signe. Et qu'est-ce qu'il en sera si demain il y a une meute qui s'implante à proximité de zones où il y a de l'élevage, quoi. Donc voilà un petit peu les pistes pour la suite et ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Alors, nous avons déjà 5 questions. N'hésitez pas à continuer à les poser. On a un peu plus d'une demi-heure hein, pour discuter ensemble de cette thématique avec les experts qui sont là. La première question, c'était un peu plus pour toi, Elodie, peut-être une question très technique. Tu as parlé de modification de l'allotement. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de réallotement qui aurait eu lieu dans ces élevages, avec peut-être une modification aussi des périodes d'annulage, etc. Modification de l'allottement, c'est un éleveur qui faisait pas de lutte sur ses daniels, il avait un lot d'aniels, les brebis qui étaient en lutte, les brebis annulées sur un autre lot. Je sais pas, peut-être encore, il peut y avoir 5, 6, 7, 8 lots selon les exploitations. Aujourd'hui, dans les exploitations de nos zones, c'est 1, 2, voire 3, mais ça reste voilà, réduit au minimum, quoi. Donc, ça veut dire regrouper des animaux à besoins différents. Et de catégories différentes. Peut-être toujours pour toi, Elodie, toujours l'impact sur le côté élevage. Vous citez un renouvellement accéléré, mais je constate plutôt un arrêt ou un ralentissement de la réforme face aux pertes. Le loup ne s'attaque pas qu'aux vieilles brebis. A-t-on des chiffres sur ce point-là, sur le taux de renouvellement et sur le taux de réforme dans ces élevages? Des chiffres, peut-être à travers l'étude qu'avait faite Maxime pour les pertes indirectes. Maintenant, il peut y avoir des chiffres. Après, on n'a pas de chiffres globaux, mais forcément, si le troupeau d'aniels se fait prédater, il faudra en garder plus l'année d'après, ou s'il y a 20 pertes dues à la prédation sur un troupeau de 200 brebis, ça fait quand même beaucoup. Donc, il faudra garder plus d'aniels, forcément peut-être un peu moins réformé, être moins sélectif, donc, et un troupeau moins performant. Oui, avec les impacts sur la productivité que ça peut avoir, oui. Étienne demande. Ah, tu veux ajouter quelque chose, Maxime? Vas-y. Juste un peu en complément, hein, toujours sur cette question, parce que c'est vrai qu'elle revient souvent. Nous, on se la pose régulièrement et elle n'est jamais effectivement simple à trancher, dans le sens qu'effectivement, comme on l'a dit, hein, c'est pour ça que dès le début, on avait dit qu'il y avait une partie de choses qu'on estimait, parce que quand on comptabilise les brebis mortes à l'échelle d'une exploitation et qu'on doit redispatcher ça sur des causes précises, c'est jamais si évident que ça, quoi. Enfin, on va peut-être pouvoir en mettre sur le sanitaire, parce que ça, effectivement, voilà, ça peut rattacher à ça un épisode sanitaire. Et après, effectivement, quand on est sur des élevages qui sont transhumants, qui vont en montagne l'été, bon, les éleveurs, ils savent combien ils en montent et combien ils en descendent. Et après, on fait la différence et on voit ce qui manque, quoi. Et savoir exactement les causes précises, on sait on y a de la prédation. Donc forcément, effectivement, si les brebis sont manquantes, elles ne se sont pas envolées, quoi. Donc voilà, on va souvent mettre ça sur le compte de la prédation. Tout ça pour dire qu'effectivement, c'est jamais simple, c'est jamais évident. On a beau essayer de se donner les moyens, notamment dans les fermes qu'on suit, des fermes dites de référence, hein, dans ce dispositif INOSIS, mais on sait que c'est toujours compliqué de pouvoir faire la part des choses et d'essayer de mettre pour chaque cause de mortalité ou de brebis manquantes, enfin, mortalité, on va dire, quelles sont les raisons précises derrière, quoi. Une question d'Étienne sur le côté humain cette fois. Est-ce que la prédation a des conséquences sur le nombre d'installations et le renouvellement des générations? Ça aussi, c'est une bonne question. Alors, je peux commencer à y répondre et puis après, s'il y a d'autres personnes qui veulent compléter, vous n'hésiterez pas. Alors, moi, ce que je vais dire, c'est sur la zone que je connais le mieux, donc sud-est, hein, PACA. Effectivement, si on prend les chiffres du dernier recensement agricole, là, on voit que les effectifs d'éleveurs ovins ne se sont pas
complètement effondré. Voilà, donc ça c'est un premier constat. Bon, une fois qu'on a fait ce constat, effectivement, il faut essayer de savoir pourquoi il y a encore des éleveurs ovins et pourquoi ils s'en installent encore. Donc déjà, c'est plutôt rassurant, effectivement, parce qu'on voit que ça ne s'est pas spécifiquement effondré alors qu'on a beaucoup de prédation. On est quand même sur des zones où s'il n'y a pas d'élevage ovin, qu'est-ce qu'on fait à la place, quoi? On peut éventuellement se retourner vers d'autres productions, que ce soit mettre des bovins allaitants, etc. Mais bon, c'est quand même limité quand on voit sur les types de milieux qui sont pâturés et qui ne sont pas forcément adaptés à une reconversion d'espèces. Et puis quand on est éleveur, ovin, se reconvertir, c'est pas non plus si évident que ça, c'est quand même beaucoup de changements également, quoi. Et puis après, il faut pas se cacher non plus. Enfin, l'élevage est aidé. Enfin, il y a des aides de la PAC. Et c'est vrai que c'est aussi favorable quelque part à l'installation, quoi. Donc, ça consolide quand même les revenus, etc. Donc, finalement, faire la part des choses, voilà, on sait qu'il y a un contexte de prédation, mais on a quand même une certaine, on va dire, dynamique d'installation, quoi. Donc, bon, voilà, ça c'est des constats. Après, faire la part des choses, de dire s'il y a une baisse, est-ce que c'est que lié à ça? Non, des fois, c'est souvent multifactoriel, donc c'est pour ça que c'est compliqué de dire c'est plus tel facteur qui va influencer qu'autre chose, quoi. Mais ce qu'on remarque et ce qu'on se dit souvent, c'est qu'effectivement, on est sur des zones, hormis mettre de l'élevage au vin, si on doit arrêter cette activité, qu'est-ce que ça va devenir? Donc, finalement, il y a toujours des vocations et des envies d'élever des brebis, puisque finalement, la passion de l'éleveur, je crois, qu'est plus forte qu'un certain nombre de contraintes qui peuvent s'exercer sur les exploitations. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, les éleveurs, il y a eu un renouvellement de génération, c'est-à-dire qu'on a des éleveurs, comme le disait un peu Benoît, quoi, qui se sont installés, il y avait déjà de la prédation. Donc, ils connaissent pas l'avant, en fait, et finalement, ils sont quand même installés, ils sont quand même éleveurs, quoi. N'hésitez pas à Ouais. compléter, hein, les autres. Oui, si puis vous- après, il peut y avoir voilà, Alors, il y a Chris. moins d'installation, Oui, vas-y, un peu Elodie. moins, et des troupeaux plus petits pour assurer justement la protection, en fait. On n'a pas une augmentation du nombre de brebis par éleveur ou par exploitation. Et aussi, nous, on parle de PACA, qui est une zone quand même un peu. Enfin, on parle depuis PACA, qui est une zone quand même assez spécialisée en élevage ovin, avec, comme Maxime l'a dit, des territoires un peu spécifiques à ça. On voit quand même des difficultés, tout ça. Je pense que dans d'autres zones où les éleveurs, enfin, les agriculteurs ont plus peut-être la possibilité de se réorienter vers d'autres productions, que ce soit bovin, voire des productions végétales, ou que l'élevage ovin était qu'un atelier complémentaire, à mon avis, c'est beaucoup plus mis à mal, quoi, avec l'arrivée du loup. Christine, Oui. tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose, c'est que dans le projet CASDAR dont Maxime a parlé, on a prévu une action auprès des enseignants dans les lycées agricoles, quelque chose autour de enseigner la prédation. Comment je fais, qu'est-ce que je dis, enfin, comment est-ce qu'on présente ça aux futurs éleveurs? Voilà. Dans quel contexte et qu'est-ce que ça veut dire de s'installer dans un contexte de prédation en termes de pratiques à mettre en œuvre? Voilà. On nous demande de faire un point sur le surcroît de travail qui serait lié à la prédation dans les systèmes parcs. Qui veut répondre à cette question? Est-ce que vous avez des éléments sur ce surcroît de travail dans les systèmes parcs? Non, le système Alors, par non. ouais. Vas-y. Juste, je te laisserai détailler, Elodie, mais ça me fait penser à quelque chose qu'on avait oublié de vous dire, effectivement. Dans ce réseau thématique, et ce sera certainement repris dans le projet qu'on est en train de monter, on a commencé à travailler sur justement qu'est-ce que ça entraîne la gestion au quotidien de la prédation au sens large, hein. Donc c'est un peu toutes les mesures qu'on vous a présentées, enfin tous les changements qui se mettent en place dans les exploitations. Pour l'instant, on avait réussi à sortir un chiffre. Donc ça, c'est pareil, c'est autour de la ferme expérimentale de Carmejeanne, où comme c'est une ferme de lycée agricole et expérimentale, on a la possibilité d'essayer de mesurer des choses. Et finalement, dans les premières mesures, estimations qu'on a pu faire, on s'est rendu compte que finalement, la gestion globale, hein, je le dis, de la prédation, c'est 3 heures au quotidien, au moment où les animaux pâturent. Voilà.
Donc ça, c'est déjà un premier chiffre qu'on peut garder en mémoire. Et pour affiner justement ça, on a commencé à essayer de faire des enquêtes auprès des éleveurs pour justement essayer de voir quelles pouvaient être les variabilités qu'il y a dans les exploitations en fonction des choix qui sont faits, des mesures qui sont mises en place et du contexte aussi de prédation. Donc ça, c'est vraiment un sujet qu'on essaye un petit peu de traiter. Mais bon, on n'en est qu'au début et il y a encore pas mal de travail à faire là-dessus. Oui, mais voilà, ça avait été fait à Carmejeanne, 3 heures de travail de plus par jour du moment que les brebis sont dehors. Donc ça prenait en compte de plus par jour pour l'éleveur. Plus de surveillance, élevage des chiens, quoi. Oui, s'occuper des chiens, les élever, l'entretien, voilà. Administratif. Les dossiers de protection. Pardon, Rémi? Voilà, tout ce Oui. genre de choses. C'est quand même assez... C'est bon pour toi, Elodie? Oui. On nous avait demandé un peu les résultats d'études scientifiques ou techniques qui démontreraient les impacts qui ont été présentés. Rémi, tu as listé toute une liste là. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as mis comme document dans la conversation? C'était pour répondre à la personne voilà, qui avait posé la question. Oui. J'ai mis un peu le déroulé historique des études qu'on avait fait. Donc, une première étude menée plutôt sur les 4 types PACA, sur une simulation des conséquences technico-économiques. Après, du coup, on avait complété ça par une étude, toujours sur le sud-est, sur des impacts sociaux et psychologiques, qui s'appelait Vivre avec le loup. Bon, il y a eu d'autres études depuis, notamment par Antoine Doré, mais Maxime la connaît mieux avec l'INRAE. Après, j'avais posté l'étude justement à Carmejeanne sur le temps de travail qui implique la prédation, l'organisation du travail, donc avec la remise en cause des lots d'agnelage, tout ça, et puis et les pertes qu'ils avaient pu chiffrer eux. Et puis, enfin, le dernier travail qui avait été fait par un stagiaire de IDEL sur les pertes indirectes liées à la prédation. Mais Maxime pourrait détailler. J'ai juste mis ça pour que Maxime n'ait pas à le faire plus tard. Et voilà. Une question de Laura. Avez-vous fait des études en plaine? Je ne sais pas, Laura, si vous voulez prendre la parole. Vous parliez de la Haute-Marne. Je suppose que c'est le département dans lequel vous êtes. Est-ce que vous voulez prendre la parole pour expliquer ce qui se passe en Haute-Marne? Est-ce que non? Est-ce que en attendant, vous voulez répondre sur la question des études qui ont été réalisées en zone de plaine? Alors, on peut répondre qu'à l'échelle de notre petit réseau thématique, hein, comme je vous ai dit, on représente 5 départements, donc une certaine diversité, mais pas une exhaustivité, loin de là. On a quand même dans le réseau thématique le département des Vosges, donc il y a une zone montagne effectivement, mais il y a aussi une zone de plaine. C'est peut-être dans ce département-là, on a effectivement plus de choses pour répondre à la question. Toujours est-il que si on reprend, je ne vais pas présenter, mais on peut quand même en discuter, les cartes actuelles de localisation où sont les prédateurs, en l'occurrence le loup, hein, qui gagne beaucoup plus de territoire. Effectivement, on va dans des zones historiques de montagne, massif des Alpes, et puis finalement, maintenant, on va dans ces zones de plaine, quoi. Quand je dis on va, c'est que c'est à l'échelle de quelques années. Voilà. C'est pas, il y a des territoires où ça commence à faire enfin, que c'est pas tout récent, et que ça fait déjà peut-être quelques années. Après, ce qu'on se rend compte, c'est peut-être ça qu'on peut partager avec vous aujourd'hui, c'est que pour arriver justement à capitaliser, produire et communiquer sur ce que ça engendre, bah, il faut quand même un certain nombre de reculs, quoi. C'est-à-dire plusieurs années de recul, quoi. Voilà. Donc, quand c'est trop récent, qu'on est sur des territoires, et ça englobe pas mal de territoires de plaine quand même, c'est trop récent. On n'a peut-être qu'un loup de passage, on n'a pas encore des meutes implantées. C'est sûr qu'un loup de passage peut déjà faire du dégât, ça on ne va pas le nier. Mais dans les évolutions, et c'est un peu cette approche que nous on a, d'essayer de regarder les évolutions des systèmes d'élevage, tout ce qu'on vous a décrit un peu comme impact, il y a déjà peut-être des choses qui se mettent en place, mais on n'a peut-être pas tout ce recul qui permet de décrire aussi autant de choses, quoi. Allez-y, Laura, vous avez la parole.
On vous entend pas du tout, Laura. C'est Ah, dommage. c'est bon, allez-y. Ah, bonjour. Oui, parce qu'en Haute-Marne, nous, on est en train d'avoir une meute qui est en train de s'installer. Donc, il y a 8 louveteaux. Et nous, vraiment, enfin, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas du tout sur le secteur. Là, on va être à 700 attaques. Donc, voilà, enfin, ce webinaire m'intéressait beaucoup pour voir justement quel pas de temps en fait fallait pour sortir un peu les chiffres que vous sortez là dans cette étude. Et donc, si je comprends bien, oui, ça demande quand même plusieurs années de recul. Donc, il va falloir qu'on prépare les exploitants à attendre pour voir. Parce que même en moyen de protection, on essaie de transposer ce qui se fait en montagne, mais on se rend compte qu'en plaine, c'est pas du tout la même chose. Donc, voilà, c'était pour savoir si vous aviez des références un peu là-dessus. Après, en plaine, c'est quoi? C'est la gestion en parc, parce que finalement, nous, on est dans des zones de montagne, mais il y a quand même du pâturage de surface productive, de prairies, de surface cultivée. Mais du coup, la gestion en parc de pâturage, en grand parc de pâturage, c'est fini, quoi, quand c'est en zone de prédation. Donc, c'est des parcs quotidiens ou des plus petits parcs. Cette partie-là, qu'on soit en montagne ou en plaine, après, je connais pas la Haute-Marne, mais de toute façon, il n'y a pas 36 solutions, quoi. Et la simplification de l'allotement, souvent. Et aussi, pour dire un truc par rapport, si tu cherches des références, notamment économiques ou techniques, nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, les éleveurs, quand même, comme ils sont un peu résilients, s'ils ont une attaque qui engendre des conséquences, avortement, ce genre de trucs, eh ben, souvent, ils remettent rapidement à la reproduction leurs brebis. Et du coup, des fois, à la fin de l'année, tu n'as pas tant de pertes que ça, parce qu'il y a eu une sorte de recyclage des brebis. Donc, il faut quand même bien regarder assez finement aussi à l'agnelage, tout ça pour avoir des conséquences, parce que des fois, il n'y a pas forcément moins d'agneaux sur une exploitation. Enfin, forcément. Par contre, ils sont plus au moment où l'éleveur les a choisis et au moment où le marché serait favorable, des fois. Oui, moi je comprends. Oui, ça demande des adaptations, quoi. En fait, c'est ça le truc. Il faut tout le temps s'adapter, quoi. Et les brebis aussi, il faut qu'elles s'adaptent. Parce que changer de période de repos, c'est pas forcément toujours simple pour les brebis non plus. De période de repos, d'heures de pâturage, quoi. Voilà. Ouais. On était quelqu'un qui fait pâturer dans une zone où il fait très chaud l'été. S'il veut pas avoir d'attaque la nuit, forcément, il faut qu'elle soit fermée. Donc, il faut qu'elle apprenne à manger la journée et pas la nuit. Qu'elle réapprenne. Et après, sur les agneaux, les éleveurs avant faisaient des agneaux de printemps. Ils réduisent leur période d'annulage pour éviter de mettre les agneaux dehors. Alors justement, Élodie, on avait une question là-dessus. Tu avais cité sur les impacts liés à l'élevage, raccourcir les périodes d'agnelage. Donc, ça veut dire que tu raccourcis, je suppose, les périodes de lutte. Et oui. Et alors, c'est combien maintenant, alors, les périodes de lutte? Pour pouvoir sevrer les agneaux, pour pouvoir les envoyer en montagne, par exemple, dans les systèmes transhumants. Ouais. Et donc, les périodes de lutte, elles sont réduites de combien? Elles font combien? Enfin, en pratique, ça se manifeste comment? C'était ça la question. Au lieu de faire une lutte comme ils pouvaient faire avant de 2 mois, après, c'est préconisé de faire des luttes courtes pour concentrer les annulages, mais voilà, faut assurer, faut être plus performant en préparation à la lutte pour pouvoir la réduire, faire une lutte que de 45 jours, admettons, ou 35 jours, ça me paraît léger, et assurer la fertilité des brebis. Donc, préparation, bélier vasectomisé, ça peut, voilà, pour avoir des agneaux plus tôt, pouvoir les sevrer et envoyer les brebis dehors sans leurs agneaux, pour éviter la prédation sur les agneaux. Ouais. Et par rapport à ça, comme on disait juste avant, ce côté adaptation, c'est vrai que c'est adaptation permanente. Et ce côté aussi qui est compliqué, mais c'est valable pour d'autres aléas qui arrivent sur les élevages, ça peut être du sanitaire, ça peut être des contextes climatiques particuliers, etc. Mais la prédation en fait également partie. C'est qu'il y a un effet, des fois, à retard. En gros, il peut très bien, c'est pour ça qu'on a parlé aussi de ces attaques réussies ou non. En gros, l'éleveur voit un certain nombre de choses, mais ne voit pas tout. Il peut très bien y avoir à un moment une tentative d'attaque ou un passage ou une tentative d'attaque, on va dire. Donc, des loups qui se retrouvent à proximité des troupeaux, mais il n'y a pas d'attaque, plein de raisons.
Voilà, et les chiens de protection ont joué leur rôle, enfin, etc. Mais il n'empêche quand même qu'il y a un stress qui va être généré sur ces brebis à ce moment-là. Ça peut arriver. Imaginons si le loup il traverse carrément le troupeau, enfin voilà, ça peut. Et c'est pas visible. Par contre, ça va se retrouver répercuté plusieurs mois après, où effectivement l'éleveur il va se rendre compte qu'il va vouloir, parce que ça dépend du stade physiologique au moment du passage du prédateur, mais ça peut avoir des conséquences et il va remettre ses brebis. Enfin, soit elles étaient gestantes, il va y avoir des avortements, c'est pas très expliqué, ou voilà, ou alors voilà, quand ils veulent les remettre en lutte, elles prennent pas, enfin, parce qu'elles ont subi ce stress et ça, par contre, d'un point de vue très recherche, essai, on ne sait pas mesurer effectivement l'effet du stress du stress général induit et sur les conséquences, les performances de reproduction, etc., quoi. Donc, voilà, on sait que ça existe. On a on a des témoignages d'éleveurs qui, des fois, ils observent des choses, des agneaux qui naissent chétifs. Ils se rappellent qu'effectivement, ils ont subi une attaque. Ou alors, parfois, ils se disent, ah, bah, j'ai peut-être, il s'est passé quelque chose dans mon troupeau et c'est pas normal que ces agneaux, ils naissent, ils ont une laine qui est moche, enfin, ils poussent pas, etc. Et voilà, il y a quelque chose qui s'est passé quand même, quoi. Il y a ça aussi, quoi. Moi, je voudrais revenir un peu là-dessus, c'est que on est dans les Alpes-Maritimes, on est sur une production d'agneaux de printemps, donc les luttes sont à l'automne. Comme on a vu le schéma tout à l'heure, à l'automne, les béliers sont sur parcours avec les brebis. Et quand il y a un passage de loup, une attaque ou un bouleversement, que ce soit au parc de nuit, il y a des éleveurs à l'agnelage en février qui peuvent constater 10 jours entre les mises bas. C'est-à-dire qu'au moment de l'attaque, 5 mois après, on a 10 jours de décalage de mise bas, des brebis qui coulent ou qui avortent. Et du coup, quand on parle de lutte plus courte, eh bien, quand on est en période de lutte sur parcours et au moment des attaques, eh bien, souvent, la lutte courte, on la fait un peu plus longue parce que pour éviter les brebis au maximum vides qui se retrouveraient vides ou improductives en février. Pour revenir sur la notion d'installation, de frein à l'installation par rapport à la prédation, nous, sur le département, en 20 ans, on a perdu 18 000 brebis. Mais ce n'est pas à cause de la perte d'éleveurs, parce qu'on a toujours quasiment le même nombre d'éleveurs. Par contre, c'est sur le nombre de brebis, l'effectif par troupeau. On était en couchade libre. Les éleveurs faisaient des agneaux d'herbe qui étaient en couchade libre, qui n'avaient pas besoin d'être rassemblés le soir, qui avaient suffisamment d'eau sur les différents quartiers d'alpage. Et en fait, ça peut plus se négocier avec le loup. Du coup, on a des troupeaux qui sont beaucoup plus importants, beaucoup plus moins importants. Je vous ai parlé tout à l'heure notre cas type là qui est à 200 brebis, mais on avait des troupeaux à 800 qui sont descendus à 500 et les troupeaux à 500 qui sont aux alentours de 250. Donc la PAC, grâce à la PAC, ces éleveurs ne sont pas trop impactés par rapport à la PAC actuelle. On ne parle pas de la prochaine réforme qui va venir, mais c'est pour ça que ça n'a pas incité non plus à garder des gros troupeaux, mais plutôt à une baisse des effectifs. Merci pour ce témoignage. On a une autre question là sur l'humain. Donc, c'est la FDO de la Drôme qui dit « La perte de sens et du sentiment de maîtrise de la situation n'est pas citée dans votre schéma, mais je pense que c'est presque aussi impactant que le temps de travail supplémentaire. » Qu'en pensez-vous? Je suis tout à fait d'accord. Alors, bien c'est pour sûr. ça que je l'ai dit à l'oral. C'est vrai que c'est pas marqué, mais c'est suggéré quand on parlait de surcharge. Quand je dis surcharge, c'était rupture. Et quand je dis rupture, effectivement, c'est on va se questionner, enfin, sur la perte de sens du métier. On peut aller plus loin, effectivement, en disant des éleveurs qui se retrouvent. Et là, c'est une conséquence aussi indirecte, mais qui se retrouvent un peu mal dans leur environnement, que ce soit dans leur vie personnelle déjà, premièrement, parce que ils sont fatigués, quoi. Enfin, quand on subit les premières attaques, on a une pression régulière, etc. Et puis même, on est moins bien perçu des autres éleveurs, de ses pairs, enfin, etc. Après, pourquoi on ne va pas très loin là-dessus? On est des techniciens, enfin on est plutôt zootechniciens et on n'est pas sociologue.
Donc, on n'a pas les moyens, nous, à notre niveau, de pouvoir décrire ces choses-là. Donc, on sent des choses. On commence à mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Mais voilà, c'est pour ça qu'on renvoie, comme le citait tout à l'heure Rémi, aussi à des travaux complémentaires qui ont été faits par des vrais sociologues. Hein. Je pense aux travaux de Antoine Doré que Rémi citait tout à l'heure, qui s'appelle Face au loup. Si vous tapez sur Internet Face au loup, Antoine Doré, vous allez tomber sur son travail que lui, il a fait, hein, d'enquête, de terrain et d'analyse en tant que sociologue. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'il décrit un peu tout ça, quoi. Donc voilà, nous, on reste avec une approche globale, système d'exploitation, et on n'a pas forcément cette compétence. Donc c'est peut-être pour ça que ça fait défaut dans ce qu'on a pu dire. Bah, écoutez, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à lever la main si c'est le cas. On voulait aussi vous indiquer que il y a un webinaire Innova sur le chien de protection qui est disponible en replay. Hein. Il a été enregistré le 20 mai 2025, donc au cours de cette année, où vous retrouvez tout un tas de conseils pour choisir et élever votre chien de protection. Voilà, mais il nous reste à vous remercier avec l'ensemble des intervenants et puis à vous donner rendez-vous pour de nouveaux webinaires Innova en 2026. Voilà, merci à tous de votre participation. À bientôt. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Merci.